Bonsoir à tous, ce n'est pas un scoop, vous le savez, le monde traverse une grave crise économique, la plus grave depuis un siècle. C'était en tout cas l'analyse il y a un an d'Alan Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine. Depuis, le système libéral a abondamment été critiqué, mais jusqu'à quel point faut-il le remettre en cause? Le libéralisme est-il arrivé à son terme? Après l'échec du marxisme, existe-t-il d'autres alternatives? La pensée chrétienne a-t-elle quelque chose à apporter au débat? Aujourd'hui, on parle déjà de reprise économique, mais quelles leçons avons-nous tirées de la crise? Quelle fragilité de l'homme la crise met-elle en lumière? Voilà des questions qu'on va se poser ce soir. Je vous propose de garder en tête ce que dit Benoît XVI dans son encyclique publiée l'été dernier. En parlant du marché, le pape rappelle que ce n'est pas l'instrument qui doit être mis en cause, mais l'homme, sa conscience morale et sa responsabilité personnelle et sociale. Le libéralisme, parlons-en ce soir. Nous sommes ensemble pour 1h30 d'émission en direct sur ce plateau. 4 invités. Christine Boutin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ancien ministre, vous êtes présidente du Parti chrétien-démocrate. Nicolas Sarkozy vous a confié en décembre une mission sur la dimension sociale de la mondialisation. En un mot, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une très grande ambition. Le président de la République souhaite que je lui fasse des propositions concrètes pour qu'il y ait davantage de justice sociale au plan mondial. Il veut que la France ait une voix forte. Donc je vais essayer de lui faire des propositions. Je ne sais pas ce qu'il en fera, mais moi j'ai plein d'idées. Et on va en parler ce soir. Philippe Chalmin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Professeur d'histoire économique à l'université Paris-Dauphine. Vous êtes un spécialiste des matières premières. Par ailleurs, vous êtes membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Vos derniers ouvrages, Le siècle de Jules, Le 21e siècle raconté à mon petit-fils et Le Monde à faim, 2 livres parus chez Bourrin Éditeur. Michel Cole, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Journaliste et écrivain, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont ce dernier, Pour un capitalisme au service de l'homme, Parole de patron chrétien, livre passionnant, chez Albin Michel. Enfin, François Huguenin, bonsoir. Merci d'être avec nous, essayiste spécialiste de l'histoire des idées politiques. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci « Résister au libéralisme », avec un sous-titre important « Les penseurs de la communauté » chez CNRS Éditions. La crise actuelle est-elle une crise parmi tant d'autres ou le signe de la faillite du système libéral? Pour illustrer cette interrogation, on va voir un premier reportage. Parmi les grands perdants de la mondialisation, les producteurs de lait. Depuis plusieurs années, le secteur est de moins en moins régulé, le marché de plus en plus chaotique. Difficile de survivre, même pour les plus grosses exploitations, car aujourd'hui, l'ensemble du secteur est dans l'impasse. François Lespèce s'est rendu chez un producteur de Poitou-Charentes. On regarde ce reportage. 6 heures, un matin de janvier. Abel Lumineau, exploitant agricole, part visiter ses bêtes par moins 6 degrés. Nous sommes près de Parthenay, en Poitou-Charentes, dans l'une des plus grosses exploitations de la région. Abel, associé avec 6 membres de sa famille, produit ici de la viande et du lait. Un travail sur le vivant qui demande une attention toute particulière. C'est-à-dire que quand on a des animaux, on ne peut pas passer comme si on serrait des boulons, point quoi. Il faut quand même avoir cet œil d'éleveur. Regardez, tiens, celle-là qui reste au fond là-bas, pourquoi elle reste au fond? Ce petit veau qui tète pas, pourquoi il tète pas? Un peu plus loin, la salle de traite des vaches qui se fait sous la responsabilité de Jean-Marie, le frère aîné d'Abel. Un appareillage coûteux lui permet de traire seul, matin et soir, les 220 vaches laitières qui produisent chacune en moyenne 27 litres de lait par jour. Une production qui est limitée à un quota qui leur est fixé pour cette année à 1 400 000 litres. L'objectif d'un quota, c'est de le respecter. C'est-à-dire qu'on s'est engagé sur 1,4 million, on doit produire 5,4 millions. Si on produit moins, c'est pas trop grave. Par contre, si on produit plus, on est pénalisé. C'est-à-dire qu'en gros, on rembourse le prix du lait qu'on nous a payé, mais en plus, on a une pénalité. Ce système des quotas, mis en place dans les années 80 pour limiter une production toujours en hausse, est aujourd'hui remise en cause par la Commission de Bruxelles aux grandes dames des producteurs de lait. Autant les producteurs de lait français étaient contre les quotas à leur mise en place dans les années 80 parce qu'ils pensaient qu'on allait concrètement les empêcher de produire, donc les empêcher de se développer et de gagner correctement leur vie. Autant aujourd'hui, ils sont complètement conscients que si on supprime les quotas, on dérègle tout. C'est facile à dire ou à accepter quand le prix est à la hausse et qu'on dit qu'il y a besoin de production, donc les prix vont monter s'il n'y a plus de quotas, ceux qui seront performants pourront faire du lait. Mais quand on vit une crise comme on vient de vivre depuis un an, comme on vit depuis un an, où le prix du lait est très bas, eh bien on s'aperçoit que ça sera difficile s'il n'y a pas une régulation du marché qui se fait. En effet, il y a un an, après plusieurs années de hausse, le prix du lait s'est effondré sur le marché mondial.
Problème, même si ce marché mondial représente une part infime de la production d'Abel, c'est lui qui sert de référence pour fixer le prix du lait. L'exploitation d'Abel perd alors plus de 80 000 € bruts et la coopérative qui vend son lait 2 millions. En cause, la mondialisation et son marché volatile dont la seule règle est la rentabilité, qui heurte de plein fouet un métier aux lourds investissements qui a besoin de stabilité et de perspective. Ma coopérative est dure dans le temps, elle a plus de 100 ans cette coopérative, parce qu'avant moi il y a eu des gens qui ont travaillé, qui ont accepté de laisser un peu de revenus qu'ils auraient pu encaisser pour qu'il y ait des fonds et que la structure tourne. Et que demain, si je veux que ma structure tourne pour mes successeurs ou pour mes enfants ou pour mes voisins, il faut aussi que j'accepte, quand il y a des très bonnes années, je laisse un petit peu dans la caisse. Voilà, c'est la transmission des outils. Si on veut être uniquement sur l'aspect financier, rentabilité dans l'immédiat, libéralisme en outrance, entre guillemets, tout ça c'est foutu, c'est mort. Effectivement, quand les années sont très bonnes, on aura de gros dividendes, et puis quand ça sera très dur, les producteurs, ou je veux dire la majorité des producteurs, ils tomberont, parce qu'ils n'auront pas capacité à tenir le choc longtemps. Un métier fragile, donc, soutenu par un système complexe de subventions européennes qui font passer les agriculteurs aux yeux de certains pour des profiteurs. Nous ne sommes pas des profiteurs. Il a été mis en place un système de marché pour qu'on puisse amener des produits aux consommateurs à des prix raisonnables. Si on supprime ces subventions, il faudra que le consommateur accepte de payer plus cher ses produits. Et j'irais dire 98% des producteurs sont prêts à ce qu'on supprime toutes les subventions du moment qu'on leur paye correctement le produit pour qu'ils puissent en tirer un revenu. Pour le moment, l'exploitation d'Abel s'adapte aux fluctuations du marché en diversifiant sa production. Mais s'il y a 20 ans, elle faisait vivre les familles d'Abel et de ses frères, aujourd'hui, la plupart de leurs conjoints travaillent à l'extérieur. Voilà, retour sur le plateau de Parlons-en avec Philippe Chalmin, le spécialiste en économie. Vous avez réagi très vivement quand j'ai lancé le reportage. Est-ce que c'est quand même pas la signe qu'il y a un bug dans le système ? Non, je dirais le cas du lait, et comme de manière générale le cas de l'agriculture, est quand même extraordinairement particulier. Et donc je n'aurais, très franchement, pas illustré la crise telle que nous venons de la vivre sur la planète en 2007-2009 par le cas du lait. Alors, ceci étant, vous avez fait le lait, parlons-en. On est dans un système, il faut bien le comprendre, qui a quand même vécu en Europe dans le cadre de marchés totalement administrés, et cela grossièrement pratiquement depuis les années 50. Les quotas laitiers, vous l'avez rappelé, datent des années 80, mais auparavant, les producteurs de lait bénéficiaient d'une garantie totale. Et ça a été pour eux quelque chose de très positif, ça a permis la modernisation du système agricole français, etc. Et ça a permis, et c'est là où le cas du lait est un peu particulier, ça a permis aussi le maintien de l'agriculture dans des zones où normalement elle aurait pu disparaître. Car à quoi ça sert une vache ? Certes à faire du lait, et puis en fin de vie à faire de la viande, mais tous les jours à tondre le gazon. Notamment, non pas dans ce cas-là, qui est quand même plutôt 1 400 000 litres de lait, c'est une très grosse exploitation, on l'a vu, mais dans les zones de montagne ou autres. Et donc, le problème tel que nous le vivons est extraordinairement complexe. On peut le voir un petit peu en caricaturant. D'un côté, il y a le méchant marché avec ses fluctuations qui empêchent le sympathique producteur de lait de vivre, et de l'autre, il y aurait la bonne organisation. Alors, soyons clairs et mettons, avec des subventions payées soit par le producteur, soit par le contribuable. Donc, c'est un problème d'une extraordinaire complexité et qui, je dirais, est assez propre au monde agricole. Et voyez, je peux, puisque je vais quand même, je crois, ce soir, jouer un peu le rôle du défenseur du libéralisme, je peux prôner pour l'agriculture européenne une certaine forme de libéralisation, à l'exception peut-être du secteur laitier pour son rôle d'aménagement du territoire, là où dans les pays du tiers-monde, je dis qu'il est totalement hors de question de libéraliser les marchés intérieurs agricoles, qu'il faut au contraire maintenir des systèmes de protection de manière à permettre aux petits paysans de s'épanouir. Donc l'agriculture, c'est vraiment le domaine... Sur le marché du lait, il y a eu pas assez de libéralisme, du coup, c'est ce que vous dites ? Il y a un libéralisme, parce que ce brave monsieur, il faut appeler un chat, il est subventionné par vous et moi comme consommateurs, et puis un peu quand même par Bruxelles.
En face de lui, il a des producteurs dans le monde, et notamment les agriculteurs les plus efficients du monde en ce domaine, qui sont des agriculteurs familiaux aussi, qui sont les Néo-Zélandais. Je serais Néo-Zélandais, je verrais mon marché cassé par les exportations de produits européens, j'en aurais ras-le-bol. Il faut bien les aider, ces petits qui ont du mal à survivre. Alors, il faut les aider d'une autre manière. Et puis, le grand problème est que l'Europe était devenue exportatrice. Moi, je pense que j'étais assez partisan de maintenir des quotas laitiers. Donc, vous voyez, j'ai des bornes à mon libéralisme. Mais à ce moment-là, je justifiais ces quotas laitiers, non pas par la rémunération du lait, mais par la rémunération sociale de la vache. En clair, j'ai besoin de maintenir l'élevage pour maintenir une gestion de l'espace. Et c'est un des grands problèmes que nous nous posons dans ce que va être, après 2013, la politique agricole commune. Qu'est-ce que c'est qu'être agriculteur? C'est être un producteur de marchandises agricoles, c'est aussi être un producteur de biens, et certains de ces biens, le marché ne sait pas les rémunérer. Donc c'est là où il doit y avoir une certaine forme d'intermédiation de la part de l'État. Christine Boutin, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Philippe Chalmin sur ce sujet? Écoutez, j'ai bien entendu, et naturellement la démonstration est séduisante, mais il y a quand même quelque chose qui m'a un peu gêné, c'est que vous êtes dans votre démonstration devant un homme un peu désincarné. C'est-à-dire vous avez d'un côté les Néo-Zélandais qui produisent du lait et c'est magnifique, et puis nous en France, les vaches, elles seraient là pour régler notre problème d'espace. Mais on a besoin de lait nous aussi, et la sécurité alimentaire du territoire, elle est aussi une réalité. Moi, je le crois. Et je pense que les agriculteurs aujourd'hui, ce qu'ils demandent, du reste il l'a dit, ce monsieur, ce qu'ils veulent, c'est avoir une juste rémunération de leur travail. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on est en train de dire, votre travail, qui est après même la production du lait par la vache, c'est un peu secondaire, vous êtes plutôt là pour tondre le gazon. Et alors là, ils aiment pas du tout les agriculteurs. Et moi, je les comprends. Parce que c'est pas leur fonction. Leur fonction, c'est pas ça. C'est l'animal. C'est de voir comment l'animal se comporte. Du reste, ils le disent très bien. Donc, si vous voulez, il y a un petit peu dans le libéralisme, dont je me ferai, moi, l'avocat, au contraire, du diable, il y a dans le libéralisme des espèces de constructions abstraites, la main invisible du marché, etc. On voit toujours dans le libéralisme quelque chose de désincarné, qui, moi, me choque profondément, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Bien sûr. Oui, moi, je m'excuse de revenir, mais ça n'est pas désincarné. Il faut quand même se rendre compte. Et là je reviens, après peut-être on reviendra au libéralisme, mais je reviens sur ce problème des politiques agricoles. C'est que la politique agricole commune, au départ, elle avait ce souci d'indépendance alimentaire. Aujourd'hui, le souci que nous avons, c'est essentiellement celui de l'occupation de l'espace. Et je suis et dans nombre de régions, c'est quand même la fonction de l'agriculture. Parce qu'autrement, effectivement, la logique libérale et du marché fera qu'avec la suppression des quotas, ce qui nous menace d'ailleurs à l'heure actuelle, on voit la production laitière se concentrer dans des usines à lait, dans une sorte de banane bleue allant de la Bretagne au Danemark, et disparition la production laitière dans le Massif central, dans les zones où elle a un sens à la fois historique et surtout écologique. Donc je pense que c'est un problème beaucoup plus vaste. On va sortir de cette question du lait, mais merci d'avoir réagi sur cette question. Plus largement, sur la question du libéralisme. Pendant la crise, on a vu le retour des États-providence, les États-Unis notamment, qui ont déployé un grand plan interventionniste qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, peut-être même jamais. Est-ce que ça veut dire que même les plus libéraux, aujourd'hui, ne croient plus en leur modèle du tout libéral? Philippe Chalmin. Écoutez, il n'y a plus beaucoup de vrais libéraux en France. Même dans le monde, il y a quelques admirateurs de Frédéric Bastiat, mais ça ne va pas quand même très très loin. Il faut bien se rendre compte que autant au début du siècle, vous aviez les libéraux à tout crin, ceux qui étaient partisans du laisser-faire, et de l'autre, vous aviez les marxistes collectivisateurs à tout crin. Aujourd'hui, les deux extrêmes ont quasiment disparu, en dehors de quelques Trotsko attardés d'un côté et de quelques libéraux très attardés de l'autre, et vous avez des visions un petit peu différentes, les uns pensant
qu'il faut donner quand même au marché son rôle d'éclairage, d'orientation, mais que l'État doit intervenir pour compenser, voire éventuellement pour déterminer les règles du jeu, alors que de l'autre côté, vous avez des gens qui pensent que l'État doit avoir un rôle plus important. C'est vrai que avec la crise, on a vu quand même un certain nombre, alors maintenant on parle des néo-keynésiens, qui auraient repris la main sur les néolibéraux. On a sorti Stiglitz, Sen, on a remis dans les placards Friedman et quelques autres, et Schumpeter. Faut quand même pas exagérer. À l'heure actuelle, dans les grands pays développés, il n'y a quand même pas beaucoup de différences d'approche. Christine Boutin, c'est la fin du libéralisme pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que même dans la démonstration que vient de faire M. Chalmin, c'est la preuve par 9 que nous sommes complètement dans un système libéral. Alors, aussi bien libéral, mais totalement libéral, aussi bien sur le plan économique que culturel. Vous savez, depuis, en termes politiques, moi je peux vous donner mon expérience politique. Depuis 30 ans que je fais de la politique, je me bagarre dans ce champ particulier pour essayer de faire en sorte qu'un certain nombre de valeurs qui permettent à l'homme d'être debout, des valeurs simples, de bon sens, puissent être respectées. Et je m'aperçois que malgré ce bon sens, malgré cette évidence, eh bien, ces valeurs ne font que s'effriter. Et ça a été pour moi une très grande interrogation. Très grande interrogation. Je suis une femme plutôt de droite, de centre-droit. Et donc, comment se fait-il que ces valeurs, depuis 30 ans, ne font que s'effriter? La photolibéralisme. Et figurez-vous que j'ai trouvé la réponse, c'est la photolibéralisme. Donc, c'est-à-dire que c'est fini aujourd'hui, le libéralisme? Ah non, c'est pas du tout, on est en plein dedans. Et on est vraiment à une question fondamentale pour le XXIe siècle, c'est de savoir, par rapport à ces idéologies du communisme, du marxisme et du libéralisme, qui a vu ses premières esquisses au XVIe, XVIIe siècle. Il faut retrouver l'histoire. Comment c'est venu ces idées libérales? C'est simplement parce que il fallait arrêter ces guerres, et en particulier ces guerres de religion qui ont fait souffrir les peuples, et il fallait trouver un système de paix, et cette paix était fondée sur... Donc aujourd'hui, c'est dépassé pour vous? Non, c'est pas du tout dépassé. C'est-à-dire, je pense qu'au contraire, ça n'a fait que se développer. Et vous avez d'un côté le libéralisme économique. Mais il faut passer à autre chose. Donc. Il faut passer à autre chose. Bien sûr. C'est dépassé, il faut passer à autre chose. Bien sûr, oui, il faut passer à autre chose. Et moi, je pense que nous avons tout à inventer. Et ce qu'il faut, c'est remettre l'homme au cœur de notre problématique. Et aujourd'hui, l'homme est une variable d'ajustement dans de très nombreux domaines. Et moi, je ne l'accepte pas. Michel Cole. Oui, moi je crois que cette crise économique, financière, elle est peut-être aussi morale, culturelle. On est peut-être en train d'assister à la mort d'une civilisation. Enfin, ça nous emmènerait peut-être un peu loin tout ça. Mais je pense que cette crise, en tout cas, a révélé l'illusion de la toute-puissance de l'horlogerie, je dirais, capitaliste libérale. On a vu que finalement elle n'était pas infaillible et qu'elle pouvait avoir des conséquences quand même graves humainement. Enfin, je pense aux victimes des délocalisations, du chômage, tout ça a quand même un prix humain qu'on ne peut pas oublier et mettre ça d'un côté des revers de main. Il y a un prix à payer, il y a une facture lourde, voilà. Et dans un certain sens, peut-être aussi de cette crise, on va peut-être accoucher de nouveaux projets peut-être plus fraternisants, plus fraternels, plus de solidarité. Libéralisme. Je ne sais pas comment on l'appellera, mais en tout cas, ça va faire prendre conscience aux gens que le système est fragile, que l'homme est aussi fragile et qu'on a besoin d'un minimum de protection sociale dans nos sociétés. Ça me paraît évident. Et tous les responsables politiques aujourd'hui, on voit bien, des États-Unis en France, on reparle de l'importance de l'État. Récemment, on a assisté à la mort l'enterrement de Philippe Seguin. Tout le monde a dit, tiens, aujourd'hui, ces idées, lui qui était tellement soucieux que l'État soit garant de l'égalité des chances, de la justice sociale, tout le monde dit, tiens, ces idées aujourd'hui reviennent au devant de la scène. Voilà. François Huguenin, en préparant cette émission au téléphone, vous m'avez dit que le libéralisme, c'était finalement une utopie. Oui. Qu'est-ce qu'il montre? Alors, c'est une utopie sur un point précis, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. C'est-à-dire que je crois que sa conception de l'homme, abstraite, qui est au fond très proche de la conception du marché, est quelque chose qui n'existe pas, que l'homme réel n'est absolument pas ce que la philosophie libérale nous explique. Mais pour revenir à ce qu'on disait, moi je crois que le libéralisme, on est loin d'en être sorti. D'abord parce que je constate avec effarement qu'on n'a pas vraiment tiré les leçons de la crise.
Je ne crois pas. Enfin, il y a eu beaucoup de battage médiatique, mais généralement, il y a un bon indice. Quand quelque chose fait beaucoup de battage médiatique, on peut être à peu près certain que quelques temps après, on n'en parle plus. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, les effets qui auraient pu être positifs de cette crise en termes de prise de conscience sont assez minces. D'autre part, ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait du libéralisme tout à l'heure, ultralibéralisme ou libéralisme keynésien. Moi, je crois que d'abord, il n'y a pas un libéralisme, il y a des libéralismes. Et la grande force du libéralisme, mais qui révèle aussi, je crois, une faiblesse conceptuelle en creux, c'est que c'est très caméléon, le libéralisme. Et le libéralisme, c'est, depuis sa naissance, adapté, avec des phases plus sociales. Il y a eu le libéralisme welfare dans les années 30, le libéralisme de John Rawls dans les années 70, et puis des phases, au contraire, de retour à un ultralibéralisme. Et aujourd'hui, dans la galaxie libérale, dans la philosophie libérale, eh bien, vous avez des ultralibéraux qui côtoient des libéraux beaucoup plus soucieux de justice sociale. Et en ce qui me concerne, je crois que la question n'est pas uniquement celle du libéralisme économique, mais la question, elle est celle du libéralisme philosophique, et que tous ces libéralismes ont quelque chose de commun, que je pourrais formuler de manière peut-être un tout petit peu schématique, mais qui est une absolutisation complète de la notion de la valeur de la liberté au détriment de toute autre valeur constitutive de l'être humain. Et là, je crois que c'est le véritable problème. Et de ce point de vue-là, le libéralisme ne me paraît pas mort parce qu'il est très résistant, parce qu'il impose de manière très brillante à tout le monde l'idée que si on touche au principe du libéralisme, on touche à votre liberté, à chacun. Et alors là, c'est terrible, personne ne veut de ça. Donc l'argument est très bon. Sur cet argument. Apparemment, je suis Philippe autour de Chalmot, cette table. un peu isolé. Hein. Non, mais d'abord, je pense que vous vous trompez tous les trois. À des niveaux divers, et peut-être parce que les mots que l'on utilise n'ont pas forcément le même sens pour tous. Je vous rappelle que s'il est un pays où le libéralisme n'a jamais pratiquement existé depuis la fin du XIXe siècle, c'est bien la France. Et l'échiquier politique français n'a jamais été libéral. De M. Le Pen à M. Besancenot, il y a, peut-être avec l'exception madeleinienne et encore... Le libéralisme économique. Il y a, mais pas philosophique, culturel. Alors écoutez, moi je ne suis qu'un modeste économiste, donc je ne parle que de ce dont je connais, c'est-à-dire le libéralisme économique. Oui, mais le problème est là. Mais permettez quand même aussi à l'historien De cloisonner. de vous rappeler que c'est chaque fois que le libéralisme, que les pratiques économiques libérales ont dominé, que nous avons eu des périodes de forte croissance et de décollage. Que si, par exemple, la première révolution... Par rapport aux autres, si la première révolution industrielle démarre au Royaume-Uni, aux alentours de 1760-1770, ce n'est pas parce que le Royaume-Uni est particulièrement avancé du point de vue technologique, éducatif, etc. C'est parce qu'il y règne quelque chose qui s'appelle l'économie de marché. Et que chaque fois qu'il y a eu dans l'histoire des hommes des moments où on pouvait être pessimiste tant on voyait la pression démographique, tant on pouvait être facilement des Cassandres prédisant la fin du monde, eh bien, c'est dans des économies libérales que le sursaut est venu. Ce n'est pas un hasard si la troisième révolution industrielle, celle des technologies de l'information, celle des biotechnologies, naît à la fin du XXe siècle dans un pays que l'on croyait condamné qui s'appelait les États-Unis. Et alors là, très franchement... Non. Christine Boutin, voilà. Oui. Attendez, je termine simplement mon raisonnement. Donc, je souhaite, très franchement, que le monde continue à être libéral. Car je suis obligé quand même de constater, à l'inverse, que chaque fois que l'on s'est rentré dans des logiques socialo-communistes, corporatives, regardez Salazar et Franco, et qui avait la bénédiction de notre Sainte Mère l'Église, au passage, regardez les échecs que ceci a représentés. Je suis désolé de le dire, mais ça, je pense que ce n'est pas contestable du point de vue de l'historien. Chaque fois que l'humanité a avancé, c'était dans un contexte qui était un contexte de liberté, et notamment de liberté économique. Petite réaction avant de voir le deuxième reportage. Je trouve l'argumentaire tout à fait remarquable, mais est-ce que vous pensez quand même pas que le fait qu'il n'y ait plus que le libéralisme qui règne sur la planète entière, qu'il n'y ait plus de système qui conteste cette forme de vie économique, est-ce que vous pensez pas quand même que c'est un problème? Vous savez, le fait qu'il n'y ait pas de... On va en parler maintenant, je vous arrête parce qu'on va se poser la question. Est-ce qu'il existe des alternatives
alternative non marxiste au libéralisme. J'ai lu votre livre avec attention, François Huguenin, Résister au libéralisme, avec un sous-titre important, je le rappelais, les penseurs de la communauté. Ce sont des philosophes, des historiens et des théologiens très actifs outre-Atlantique, mais qu'on connaît mal en France. Leur point commun, ils présentent la communauté comme une alternative au libéralisme. On va en parler plus en détail, mais d'abord, je vous propose de passer au second reportage de l'émission. On a choisi d'enquêter sur un phénomène vieux comme le monde, mais qui, en cette période de crise, a fait son retour sur Internet, le troc. Un système D qui, avec la crise, a fait à nouveau ses preuves. Reportage Sybille Delettre. Échange DVD contre livre donne un réfrigérateur contre une machine à laver. Depuis quelques années, le troc fait sa révolution sur Internet. L'avantage, pouvoir partager et échanger avec des personnes du monde entier. Sur ce site, par exemple, les échanges ne portent que sur des produits dits culturels, CD, DVD, jeux et livres. Si on veut un stylo vert et qu'on a un stylo rouge, il faut qu'on trouve une personne qui a un stylo vert et qui veut un stylo rouge. Pour peu qu'en plus ce soit dans la même région, il faut qu'on trouve deux personnes compatibles dans les 5 km. Donc automatiquement, c'est un petit peu compliqué, ça restreint largement les échanges. Internet, la monnaie virtuelle et TrocZone favorisent justement ces échanges-là. On envoie ce produit à quelqu'un et c'est une autre personne qui va nous envoyer l'autre produit. Donc automatiquement, ça maximise les échanges par rapport à tout ça. Stéphane a créé ce site en 2005 et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche. TrocZone compte plus de 150 nouveaux membres chaque jour. C'est assez simple en fait, j'ai reçu tout ça. Tout ce qui est ici, c'est ce que j'ai reçu avec TrocZone. Donc des DVD, des jeux d'ordinateur, des jeux consoles. Loïc a commencé à échanger il y a 4 ans maintenant. Les sites de troc, c'est pour lui une bonne façon de renouveler sa vidéothèque tout en ayant la possibilité d'échanger avec les autres membres du site. Là, ça reste à échelle humaine, donc c'est une ambiance différente, c'est une communauté. Il n'y a pas d'argent en jeu, la seule chose en jeu, c'est comment dire, la franchise. Quand le membre nous dit qu'il manque la jaquette ou que la boîte est un peu abîmée, on lui dit c'est pas grave, vous pouvez nous l'envoyer. Et donc c'est important parce qu'on sait vraiment ce qu'on va recevoir. Quand on sait qu'on regarde en moyenne 65% des DVD que l'on a chez soi qu'une seule fois, voilà un bon moyen de donner une seconde vie à ces objets. Mais le troc sur Internet, ce n'est pas que ça. Depuis quelque temps, la tendance, c'est échanger ses compétences. Une séance de coiffure contre des heures de repassage ou un cours d'anglais contre un cours de guitare, voilà le genre d'annonce que l'on peut trouver. Cette nouvelle manière de troquer permet d'amplifier les contacts humains entre internautes. La partie échange de services est encore plus prononcée sur cet axe, à mon avis, puisqu'on va rencontrer quelqu'un et on va lui donner du temps, on va lui donner de sa personne. Et c'est une relation sociale, c'est un nouveau lien social en fait que nous allons créer. Et je pense qu'il est enrichissant pour les deux parties. C'est un peu idiot, mais donner, c'est en partie recevoir. Recevoir et partager. Le troc finalement, c'est un peu une économie parallèle de la débrouille qui se développe. Les gens ne sont pas dupes, ils essaient de trouver comme ils le peuvent en fonction des offres, des alternatives pour consommer, pour communiquer différemment et pour aussi économiser bien entendu, pour être moins dépendant de ce capitalisme. Donc le troc, l'échange, le partage prend un sens nouveau puisque désormais on peut y trouver un intérêt direct. Aujourd'hui, un site franchit une étape supplémentaire dans cette dynamique d'échange. Reworld est un véritable réseau social qui propose aux internautes de mettre à disposition leurs compétences et leur savoir pour des échanges, mais aussi pour soutenir des projets et faire de bonnes actions. L'idée de Reworld.com, avant tout, c'est de pouvoir être actif pour les autres, pour sa planète, de devoir donner avant de recevoir. Mais bien sûr, on n'attire pas les internautes avec seulement une idée de générosité, il faut qu'il y ait une contrepartie. C'est pour ça que nous avons installé ce système de points qui vous permet en fait de pouvoir lister toutes vos bonnes actions et de pouvoir les enregistrer sur votre profil. Grâce à Internet et aux nouvelles technologies, le troc fait donc son retour en force. Une manière alternative de continuer à consommer sans forcément mettre la main au porte-monnaie. Retour sur le plateau de Parlons-en avec François Huguenin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Résister au libéralisme. C'est important ce mot, résister. Le troc qu'on a vu dans ce reportage, est-ce que pour vous c'est une forme de résistance, un acte de résistance au libéralisme ?
Je ne suis pas sûr. En regardant ce reportage, j'ai eu quand même l'impression qu'il y avait quelque chose de très sympathique et de très positif qui a été exprimé par une des personnes qui étaient interviewées. C'est le besoin de relations. Et c'est vrai que ce troc sur Internet est un tout petit peu plus relationnel que jouer en bourse avec des valeurs anonymes. Bon, cela dit, cela mis à part, je ne suis pas tellement persuadé qu'avec ça, on soit sorti des problèmes, parce que, mine de rien, il y a quand même des échanges de consommation qui sont... En fait, j'ai l'impression que ces gens-là veulent beaucoup consommer, beaucoup posséder, zapper d'ailleurs d'un bien à l'autre, en payant le moins possible. C'est la suite du business. Je ne suis pas tellement sûr que ce soit une résistance très profonde au libéralisme, et en tout cas, ça ne me paraît pas être tout à fait une forme totalement déviante de l'économie de marché, mais c'est pas autre chose. Hein, et à la limite, c'est même très inquiétant, parce que je pense qu'on va quand même parler de la sortie par le haut que nous offre en particulier Benoît XVI, qui est le don. Tous ces objets qu'ils échangent, c'était les mêmes objets qu'autrefois ils donnaient. Et je trouve assez malsain d'ailleurs de voir tout le développement des vides-greniers, etc. C'est la marchandisation de secteurs qui, alors là, auraient pu être ceux de l'économie du don. Donc c'est plutôt une forme de régression, ça, voyez-vous. Et c'est un domaine où le marché, je ne le mettrai pas. Juste avant de parler du don... ça renvoie quand même juste à ce qu'un des théologiens que j'aime beaucoup, qui s'appelle William Cavanaugh, dit, qu'au fond, il y a quelque chose d'assez beau dans le fait de vouloir posséder un objet auquel on s'attache, qu'on peut garder longtemps, qui finit par faire partie d'un environnement affectif. Bon, alors qu'en réalité, la mondialisation dans laquelle nous vivons et les nouveaux modes de consommation sont dans le zapping, dans le jetable. Et qu'en réalité, paradoxalement, le matériel retrouve ses lettres de noblesse, parce que quand il y a du matériel, il y a de l'attachement, il y a presque une sorte d'enracinement. Bon, enfin voilà. Voilà. Et là, on n'est pas là, je crois. On n'est pas du tout là dans ce exemple du troc. C'est pour ça, je vais poursuivre avec François Huguenin maintenant, parce que vous allez nous dire qui sont ces penseurs de la communauté. C'est assez complexe, mais on les connaît mal en France. Voilà, je vais essayer d'être simple. En réalité, il y a eu un très grand philosophe libéral dans les années 70, et après, mais qui s'appelle John Rawls, qui a publié une théorie de la justice, qui est un des événements de la philosophie politique majeure en Occident au XXe siècle. Et John Rawls était justement un libéral qui voulait absolument harmoniser son libéralisme avec un souci de justice sociale. John Rawls, en gros, je suis obligé de le caricaturer, pardon, mais dit, eh bien, en fait, nous ne sommes pas d'accord sur les conceptions du bien, sur ce que nous voulons pour la société. Il n'y a donc qu'une seule chose qu'on puisse faire, c'est de nous mettre d'accord sur des principes de justice, sur des principes de vivre ensemble, à l'abri de nos propres conceptions du bien, à l'abri de nos propres traditions, à l'abri de nos propres communautés qui nous parasitent, et comme cela, nous pourrons vivre ensemble. Et ça a donné naissance à tout un courant de contestation de Rawls, mais de contestation en débat, je dirais, avec des admirations mutuelles. Je veux dire, le monde américain n'a rien à voir avec l'idéologie française, où un certain nombre de philosophes, mais également d'historiens des idées, et aussi de théologiens, se sont dit, eh bien, ce que tente Rawls, c'est formidable, mais ça ne marche pas, parce que l'homme dont parle Rawls est tout simplement improbable, impossible et inexistant. Parce que l'homme est quelqu'un qui vit dans des cercles qui sont des cercles familiaux, des cercles communautaires. Il a une conception du bien qui est informée par une religion, par une philosophie. Il n'est pas comme ça un individu atomisé, sans référence, et on ne peut pas parler des questions politiques sans prendre le risque, parce que parfois c'est conflictuel, mais sans prendre ce risque qui est d'opposer, alors il vaut mieux les opposer dans un dialogue que dans la guerre, des conceptions du bien qui ne sont pas les mêmes. Mais tant qu'on n'aura pas mis les choses sur la table à la lueur d'une conception du bien, et non pas d'arrangements procéduraux qui sont en fait des tout petits dénominateurs communs, qui sont en fait appauvrissants, on aura rendu un mauvais service aux politiques. Sans pour autant tomber dans le communautarisme.
sans tomber dans le communautarisme, peur, hein. sur les quatre grands philosophes communautariens, parce qu'il y a aussi des théologiens, mais sur les 4 grands philosophes communautariens qui sont Charles Taylor, Michael Walzer, Alasdair MacIntyre et Michael Sandel, aucun ne se reconnaît comme communautariste. D'ailleurs, le mot n'existe pas aux États-Unis. C'est un mot français, puisque en France, on invente le communautarisme aujourd'hui comme un nouveau chiffon rouge. Non pas qu'il n'existe pas, mais s'il existe, je crois, c'est parce que les communautés, au sens d'une réalité très naturelle qui fait que l'homme n'est pas une monade individuelle, ont plutôt été récusées. Est-ce qu'avec ces penseurs de la communauté, on est dans une alternative chrétienne au libéralisme? Pas toujours. Notamment chez ces philosophes, il y a des philosophes qui ne sont pas chrétiens et qui sont plutôt de tradition juive, mais il y a effectivement dans les 4 philosophes dont j'ai parlé 2 chrétiens, qui sont Charles Taylor et Alasdair MacIntyre, et il y a ensuite toute une théologie chrétienne, protestante, catholique, anglicane, qui a prolongé dans l'ordre de la théologie politique, qu'on avait un tout petit peu oublié, les réflexions de ces philosophes. Pourquoi? Parce que, évidemment, retrouver le sens de la communauté, c'est retrouver la question essentielle qui est la référence à un bien. Et donc la théologie ne pouvait pas être absente de ce débat, et évidemment les chrétiens ne peuvent pas être absents d'une conception de la politique où la liberté n'est pas effacée, n'est pas bannie, loin de là, mais où elle n'est jamais isolée et elle est toujours mise en relation avec le bien. Vous vous retrouvez, Christine Boutin, dans ce que dit je trouve que dans ce qui François vient de Ignace nous être démontré, c'est que en fait, on commence à arriver au terme du libéralisme en tant qu'idéologie. Parce que le libéralisme, qu'est-ce qu'il a voulu faire au début? Justement, pour lutter contre les guerres, il a créé une utopie qui est de penser que tout ce qui est bien, c'est dans la sphère du privé et il n'y a plus de normes qui soient communes. À partir du moment où des philosophes, des théologiens réfléchissent et se disent « Eh bien, il faut que nous établissions un bien », dans le cadre d'une communauté, peu importe, ça veut dire que le libéralisme est en train de mourir. Ça, c'est très clair. Parce que c'est le cœur même, cette neutralité, cette utopie de la neutralité qui n'existe pas. Le libéralisme est fondé sur le fait qu'il n'y a pas de bien ni de mal et qu'il faut arriver à faire vivre ensemble des gens qui ont des idées différentes. Et c'est par le juge que les conflits peuvent se gérer. Et c'est toute la théorie des contrats, c'est tout ce qui réglemente notre vie d'aujourd'hui. Et à partir de... C'était donc l'abandon de la notion du bien et du mal, le libéralisme, avec l'utopie de se dire non, tout cela est dans la sphère privée, dans la sphère publique, on n'en parle pas. Mais ça n'existe pas. Et quand Benoît XVI parle même d'introduire une part de don et de gratuité dans l'économie, comment vous réagissez ? Je crois qu'il y a quelque chose de très important chez Benoît XVI, c'est que on a trop souvent raisonné par rapport à la question des richesses. On a d'abord raisonné au plus bas sur la production des richesses, ensuite on s'est quand même posé la question de la répartition des richesses. Ça a été les critiques socialistes au libéralisme, mais la doctrine sociale de l'Église ajoute un étage supplémentaire, c'est qu'au fond, la vraie question n'est pas uniquement la production de la richesse, ni même sa répartition. Et personne, en tout cas dans les auteurs sur lesquels je travaille, n'est pour une économie administrée, bien évidemment. Mais la véritable question, c'est la question de l'usage que je fais de ma richesse. Ce que je reçois, à commencer par mes talents personnels, mon intelligence, mon héritage familial, à tout point de vue, pas seulement financier, le salaire que je reçois parce que je travaille, est au fond un don. Bien sûr, mon travail me permet de gagner ma vie, mais au fond, c'est un don parce que la société dans laquelle je vis me permet de travailler et d'avoir de l'argent. Et donc, la véritable question, c'est quel usage je fais de mon argent. Mais on voit bien que là, c'est une question morale, profondément, qui se pose. Philippe Chalmin, comment vous interprétez ce qu'on vient d'entendre ? Alors, ce que je viens d'entendre, il y a nombre de points, notamment ce que vient de dire Christine Boutin, auxquels je ne peux pas adhérer. C'est-à-dire sur quoi ? C'est-à-dire la fin du libéralisme, etc. Ça c'est pour moi. Non. D'abord, je voudrais quand même rappeler une chose. C'est que il n'y a pas de doctrine économique chrétienne. Il faut quand même le rappeler. La tentative de la troisième voie
que l'on retrouve à certains moments, notamment chez Salazar, dans l'Espagne franquiste, etc., qui est de se dire, entre libéralisme et communisme, il peut y avoir une économie chrétienne, ceci n'a jamais, vous ne le retrouvez jamais dans la doctrine sociale de l'Église. Les deux grands textes que nous avons, c'est Centesimus Annus, écrit par Jean-Paul II, rappelons-nous, en 1991, le mur de fer vient de tomber, et donc il s'adresse essentiellement à ses compatriotes, et il leur dit attention les enfants, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, il faut laisser un rôle à l'État, et donc là, il était très clair dans son rôle, et Caritas in Veritate, qui est sorti il y a 6 mois et que nous avons encore sous les yeux, dans lequel, au fond, Benoît XVI renvoie dos à dos le marché et l'État. Il dit d'ailleurs il faut sortir de ce binôme mortifère que sont l'État et le marché, et il faut aller justement vers l'économie du don. Et au fond, si vous regardez bien, je vais vous faire une provocation totale. Je n'imagine pas qu'un chrétien ne puisse pas être libéral. Parce que je pense absolument l'inverse, moi. le libéralisme, la fonction du marché, elle est basée effectivement sur un mécanisme, une main invisible, disons, dont nous conviendrons tous qu'elle est totalement aveugle. Le marché ne sait pas ce qu'est le juste prix. Vieille Aristote et saint Thomas d'Aquin peuvent s'en retourner dans leur tombe. Effectivement, le marché ne sait pas ce qu'est le juste prix et il ne va pas savoir si le prix du lait est juste ou injuste. À un moment, il constate. Et au fond, si le libéralisme peut fonctionner, c'est qu'il est basé sur un pari formidable sur la capacité de l'homme à intervenir, à sortir du binôme État-marché. Alors que je termine simplement, la vision non libérale est une vision pessimiste de l'homme. La vision optimiste de l'homme, c'est de se dire l'homme peut corriger et justement peut rentrer dans des solidarités par le don au travers de la communauté. Christine Boutin et Michel Collomb. Très rapidement, il y a beaucoup de choses pour réagir sur beaucoup de sujets. Mais je voudrais quand même dire qu'au-delà de la doctrine sociale de l'Église, il y a quand même dans l'Ancien Testament, au niveau de l'économie, un certain nombre d'idées que nous avons oubliées. Par exemple, le jubilé. Le fait que tous les 50 ans, oui. Les Juifs vous disent que ce sera quand on sera dans Eretz Israël, c'est-à-dire au moment du jour dernier. Derrière cela, il y a naturellement une grande interrogation et la nécessité de réfléchir à cela. Et il y a certainement, dans cette idée de tous les 50 ans, remettre les choses à plat, une idée du don qui est derrière. Moi, je pense que nous avons à réfléchir à tout cela. Alors, vous retombez, vous ne voyez que le libéralisme économique, mais moi, je vois aussi le libéralisme culturel, dont on ne parle pas beaucoup ce soir, et pourtant, ce sont deux frères siamois, et qui nous ont amenés à la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est vrai, merci. Je vous fais réagir, mais vous allez plus parler tout à l'heure. Mais j'ai de brillants orateurs. Non, moi, alors, je ne suis pas d'accord avec Philippe Chalmin, le pauvre, mais c'est que l'encyclique de Benoît XVI, je l'ai trouvée finalement parfois un petit peu plus bienveillante que les encycliques de ses prédécesseurs. Si on relit, alors je ne fais pas faire non plus d'anachronisme, mais par rapport à Populorum Progressio ou par rapport même à l'encyclique de Jean-Paul II, je trouve que Benoît XVI a une attitude, je dirais, assez centriste vis-à-vis du libéralisme, sauf le chapitre 3, que je trouve radicalement novateur, parce qu'il nous rappelle que ce qui fonde l'humanité de chacun de nous, c'est pas l'acquisition de richesses, c'est pas les biens que nous possédons, c'est pas les performances dont nous sommes capables, c'est notre capacité au don et à la gratuité. Alors ça, oui, mais on est d'accord. Ah oui, mais comment faites-vous ? C'est la sortie par le haut. Mon cher Philippe, comment faites-vous dans une société où la loi des reins, c'est la marchandisation permanente, marchandisation des organes, marchandisation des relations. Vous en sortez. On n'en sort pas. C'est parce que nous n'en sommes pas sortis que nous sommes en crise. Ce qui fait l'humanité, c'est ce qui fait la profondeur de l'homme qui rend le libéralisme possible. C'est parce que je pense que l'homme est capable de don
que je suis libéral. François Si je Huguenin, crois que l'homme est mauvais, François Huguenin, François Huguenin va répondre à Monsieur Chalmin. François Huguenin. Il me semble qu'il y a une certaine ambiguïté là, parce que s'il s'agit de liberté d'entreprendre, je crois que nous sommes tous ici pour la liberté d'entreprendre, mais je crois que la liberté d'entreprendre n'est pas le libéralisme. En revanche, je crois qu'il y a un véritable problème avec le libéralisme qui est le suivant. Le libéralisme, au fond, pense que les intérêts et même les passions, lorsque depuis à la suite de Hume et avec Adam Smith, on a redécouvert qu'il n'y avait pas que les intérêts, mais aussi les passions, pensent que les intérêts et les passions s'harmonisent normalement. Et le fait est que très souvent, ça marche comme ça. Mais le problème, c'est que dès que les intérêts deviennent véritablement complexes, rentrent en conflit les uns les autres, et dès que les passions rentrent en conflit les unes avec les autres, le libéralisme ne peut plus rien proposer pour réguler tout cela. Et la question est bien là, c'est que le libéralisme est un très beau modèle qui marche quand il marche. Mais quand il ne marche plus, c'est une catastrophe. Ah non, mais attendez. On va poursuivre le la discussion. libéralisme réclame un régulateur, vous l'avez dit. Et donc, la loi du marché ne peut être la loi de la jungle. Il est légitime que le système libéral construise en son cœur un véritable gendarme. J'ai été très heureux de voir, par exemple, au moment de la crise, la remise en cause des paradis fiscaux. Parce que pour un libéral, le paradis fiscal est quelque chose de totalement aberrant. On va en parler après le troisième reportage de cette émission. Je reviens à Benoît XVI qui, dans son encyclique, rappelle que ce n'est pas l'instrument qui doit être mis en cause, mais l'homme, sa conscience morale et responsabilité personnelle et sociale. C'est donc à l'homme de changer de comportement. Comment réintégrer la morale et la conscience dans le monde des affaires? Exemple avec le Centre d'études des entreprises. Sa mission, aider les entreprises à mettre en place un management plus humain. C'est le reportage de Louis-Marie Soubrier. Beaucoup de dirigeants sont convaincus qu'il faut remettre l'homme au cœur du système libéral. Simplement, ils ne savent pas toujours comment traduire ça dans les faits. Frédéric de Butler est directeur associé au Centre d'études des entreprises. Il anime aujourd'hui à Rennes une session de formation pour des cadres. Au programme, mise en situation et simulation d'entretien, d'évaluation et de progrès. Bonjour Nadine. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien. Bon, je viens vers toi par rapport à l'entretien, enfin la prise de rendez-vous que je dois fixer. Je ne sais pas si tu te souviens, en réunion de service la semaine dernière. Voilà, on les applaudit. On va regarder quelques séquences. Je pense qu'il est toujours intéressant de toute façon qu'on fasse le point. Voilà, donc c'est bien. Elle commence à balancer un scud et tu l'écoutes. Donc c'est vrai que voilà, faut créer un peu les conditions. Regardez la suivante. Non, c'est juste pour que on soit sur la même longueur d'onde et que l'entretien se déroule le mieux possible. Effectivement, le libéralisme économique structure le monde dans lequel nous sommes. C'est pas un système parfait, mais c'est un système qui a beaucoup d'aspects positifs. Et il ne s'agit pas de dire on est pour, on est contre, mais je pense qu'il faut mettre l'homme au cœur du système. Et je crois que c'est dans les entreprises ce que nous contribuons à faire. Le management façon CEE attire. Depuis sa création, près de 500 entreprises ont fait appel à leur savoir-faire. Frédéric de Butler et son équipe accompagnent entreprises et comités de direction, en France et à l'étranger. L'objectif, mettre l'entreprise au service du client et les structures au service de l'homme. La technique, commencer par former les dirigeants des entreprises. Dans les approches que l'on a, l'escalier se balaye par le haut, donc on va commencer par le top. Et puis d'un autre côté, on ne fait pas pousser un arbre en le tirant sur les feuilles, donc il faut aussi prendre le temps. En banlieue parisienne, le personnel de l'entreprise Bruno est coaché par le Centre d'études des entreprises. Ce leader en France des ventes de fournitures de bureaux joue la carte du CEE depuis 10 ans. Le DRH explique les fondamentaux inculqués par l'équipe de Frédéric de Butler. Il s'agit de thèmes extrêmement simples, et ce sont les seuls qui marchent à mon sens. C'est l'exemplarité, le parler vrai, la symbiose entre le pouvoir et la responsabilité. On ne peut pas avoir le pouvoir sans la responsabilité et vice-versa. Les qualités humaines, le courage pour que chacun puisse progresser, donc le courage de dire les choses aux uns et aux autres, de façon à ce que les critiques éventuelles qui peuvent se faire s'appuient sur des faits et non sur des perceptions et des sentiments, et que chaque collaborateur puisse progresser dans son épanouissement général. Et ce qui est important avec le C2E, c'est que c'est basé sur des faits, c'est pratique, c'est simple, c'est facilement compréhensible par l'ensemble du personnel, et ce ne sont pas des théories fumeuses qui passent avec les modes. Voilà. Je pense que ça n'augmente pas la productivité.
ou si ça l'augmente, ce n'est qu'une conséquence des relations humaines et de l'autonomie et de la responsabilité de chacun dans l'entreprise, parce que c'est ça qui motive et fait progresser les gens, et de fait, de façon naturelle, la productivité augmentera. À partir du moment où effectivement, on peut considérer qu'un collaborateur, à partir du moment où il est bien dans sa peau, il est à l'aise dans son entreprise, il a des relations qui sont positives et qui sont de confiance avec son environnement, il va effectivement être plus impliqué, donc plus productif, en tout cas plus performant certainement. Hein. Mais je dirais que c'est la conséquence, mais c'est normal. Vérité, responsabilité, bien commun, sens de l'autre, voici les règles du jeu diffusées par l'équipe du CEE, avec un objectif en ligne de mire, contribuer à ce que le libéralisme économique dans les entreprises devienne un libéralisme à visage humain. Michel Cole, je vais vous donner la parole un peu plus longuement. On vient de voir ce reportage sur le coaching dans l'entreprise. Je rappelle que vous avez écrit ce livre, Pour un capitalisme au service de l'homme, paroles de patrons chrétiens. Rassurez-nous, les patrons ne sont pas tous des voyous. Non, j'en ai rencontré qui ne sont pas voyous, il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Non, mais c'est toujours pareil, il y a l'arbre qui cache la forêt, il y a eu quelques patrons au comportement pour le moins extravagant et insupportable, insoutenable, pour prendre un adjectif très à la mode. Derrière ça, vous avez quand même des chefs d'entreprise, de grandes ou de moyennes, petites entreprises qui, eux, bûchent, travaillent, parfois dans des conditions difficiles aussi. Il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac, le sac à opprobre. Je crois qu'il faut savoir discerner le bon grain et l'ivraie. Et je crois qu'il y a une majorité de chefs d'entreprise aujourd'hui consciencieux, lucides, qui essaient, bon an, mal an, de faire leur job le mieux possible dans une situation difficile et dans une incompréhension, il faut bien le dire, aussi dans une animosité ambiante. Vous avez des journaux qui ont titré « Salaud de patron ». Bon, on est quand même... C'est la France, ça. Je ne sais pas. Mais ça, il faut prendre acte que là, on a été particulièrement parfois odieux vis-à-vis de cette catégorie professionnelle. Donc c'est une enquête en effet que j'ai réalisée dans les milieux patronaux qui s'affirment authentiquement chrétiens. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez ces patrons ? En trois choses. La première, c'est leur conception modeste du pouvoir. Alors c'est peut-être justement leur rapport au temps, le rapport à l'éternité qui les habite aussi, de considérer que finalement leur pouvoir est temporaire, leur pouvoir est limité, et non pas absolu, et qu'ils ont des comptes à rendre aussi à quelqu'un. Ils ont peut-être des comptes à rendre à un boss, puisqu'ils sont croyants, et que, même s'ils ont des actionnaires, il y en a quelqu'un d'autre qui, au-dessus d'eux, exige d'eux plus d'authenticité, de cohérence entre le dire et le faire. Ça m'a profondément marqué, ce souci dans le quotidien, dans le maelstrom que représente le management d'une entreprise, parce qu'il y a des décisions difficiles à prendre, des licenciements. Non, mais parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que ça change qu'il soit chrétien, un patron, finalement ? Alors, dans ces situations-là, les licenciements... Oui, c'est une question qu'on pose souvent. Qu'est-ce qui distingue finalement un patron chrétien d'un patron humaniste? Finalement, ils croient en l'homme, ils ont les mêmes valeurs, ils ont le même souci de l'humain dans l'entreprise, ils ont le souci de faire participer leurs salariés, enfin tout ce que l'on sait de l'humanisme quand il est pratiqué. Ce qui les distingue, c'est un tiers. C'est-à-dire que leur référence, c'est pas une idéologie, c'est peut-être même pas un catéchisme, c'est une personne, c'est le Christ. Et ça, c'est assez bouleversant de l'entendre dire par des dirigeants en action qui vous disent que chaque jour que Dieu fait, leur premier acte le matin, c'est d'ouvrir leur ordinateur, d'aller sur un site où ils peuvent lire la liturgie du jour, les prières du jour. C'est de se négocier dans la journée 2-3 temps de solitude et de silence pour, je dirais, se ressourcer et puis profiter de ce temps-là pour réfléchir, prendre des décisions et agir. C'est-à-dire que l'antichambre, finalement, du pouvoir qu'assument ces hommes et ces femmes, c'est la prière. Ça, je dois dire que c'est sans doute ce qui m'a, moi, le plus bouleversé. C'est ça, c'est le management chrétien passe par la prière ? Oui, par ce lien complice intime avec le Christ, et qui se nourrit de la prière personnelle et de la prière communautaire que propose le mouvement des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens, puisqu'ils se retrouvent régulièrement dans des réunions, une petite dizaine, avec un conseiller spirituel, ce qui leur permet de mettre sur la table leurs problèmes, leurs soucis, de pouvoir échanger sans jugement, en toute liberté. Parce que le patron est souvent seul, on oublie ça. C'est quand même quelqu'un qui est souvent seul, ayant devant lui des dizaines et des dizaines d'employés dont il a la responsabilité, devant prendre des décisions capitales, très importantes. Et parfois, c'est très lourd à porter. Et donc, voilà un lieu où il peut échanger, partager, se ressourcer,
lire la parole de Dieu et surtout faire en sorte de pas seulement être le patron chrétien qui est un bon paroissien le dimanche, mais d'être aussi chrétien chaque jour. Et vous avez je veux dire, c'est une bonne leçon pour chacun. Vous avez vu des salariés et des patrons prier ensemble, par exemple? Oui, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant de voir une assemblée d'hommes de pouvoir, parfois des responsabilités très importantes d'entreprises transnationales, par exemple, et de prier avec d'autres ensemble. Je dois dire que c'est assez impressionnant parce qu'on voit là, seulement cette conception du pouvoir dont je vous parlais, elle est là en acte. Parce que finalement, on est là en présence de ce boss qui exige d'eux d'être d'authentiques maîtres. Parce qu'ils doivent faire leur métier, ils doivent être des décideurs, ils doivent trancher, ils doivent prendre des décisions, ils doivent être des acteurs politiques là où ils sont, et des serviteurs en même temps. Alors ça, c'est très, très difficile. C'est l'écartèlement, le dilemme quotidien du patron chrétien. Ça, je ne le soupçonnais pas. Ce dilemme de celui qui a des convictions, je dis patron chrétien ou humaniste d'ailleurs, celui qui croit mordicus à des valeurs qui le dépassent, qui le transcendent. Comment faire le lien, alors je pense aussi à responsable politique, faire le lien entre son credo, ce qui fait qu'il est ce qu'il est ou qu'elle est ce qu'elle est, et en même temps agir en conséquence. Ben ça, je dois dire que c'est un écartèlement permanent, et ils ont l'humilité de le reconnaître et de le dire. Voilà, ce ne sont pas des héros, le patron chrétien n'est pas plus héroïque qu'un autre, mais il essaye, bon an, mal an, l'homme au cœur de l'entreprise. Voilà, et il essaie de s'ajuster aux béatitudes. Chapeau, il faut le faire, c'est pas évident, parce que quand vous lisez les béatitudes, c'est pas évident d'agir de la sorte tous les jours dans le monde qui est le nôtre, avec cette imprégnation de certaines valeurs. Si je me tourne vers Philippe Chalmin avec beaucoup d'amitié, quand même on est imprégné d'un certain nombre de valeurs de compétition, de domination de l'autre, de gagner, de gagneurs, qui n'ont rien à voir, je dirais quand même, avec les valeurs du service, les valeurs de la solidarité avec le plus fragile que véhicule l'Évangile. Là, il y a parfois quand même des petits problèmes, franchement. Alors, je me tourne vers la politique. Christine Boutin, une entreprise, c'est un objet social ou économique? Écoutez, moi je pense que c'est un objet social. Ça devrait être un objet social, mais c'est souvent aujourd'hui devenu un objet économique, uniquement économique, je le crois. Et c'est justement une des difficultés qui existent aujourd'hui. Mais moi je suis très frustrée parce que je vous dis, on parle beaucoup du libéralisme économique, mais je ne sais pas si vous avez prévu de parler du libéralisme culturel, mais il me semble qu'il est très important parce qu'à côté de ce libéralisme, allez-y. Non, mais je ne veux pas perturber les choses. On va commencer à en parler, mais dès maintenant. Mais le libéralisme... On l'a déjà évoqué. Hein. Oui, mais le libéralisme, moi je vous dis, le libéralisme libertaire devant lequel nous sommes aujourd'hui et qui touche du reste à tout, en termes politiques, à toute la frange verte écologique, la deep écologie, etc. Pour moi, ce sont des fruits très directs du libéralisme. Et nous sommes... Précisez. Eh bien, aujourd'hui, moi je suis stupéfaite de voir la posture que les uns et les autres nous avons vis-à-vis de l'environnement. Nous sommes tous d'accord pour défendre la planète. Qui est contre défendre la planète? Mais aujourd'hui, on voit une espèce de nouveau dieu qui est la Terre, Gaïa, et puis ses grands prêtres. Je ne les citerai pas, mais vous les voyez immédiatement. Et quand vous entendez des hommes politiques de cette tendance-là, de cette philosophie, dire il faut faire, par exemple, la grève du troisième ventre, c'est-à-dire supprimer les allocations familiales pour le troisième enfant, parce que cet enfant en respirant, produisant du CO2 est un ennemi de la planète, eh bien je dis là, ça ne va plus du tout. On est complètement fou. Parce qu'on oublie l'homme. Ah mais bien sûr. On passe à côté de l'essentiel. Mais bien sûr, c'est plus l'homme. La finalité n'est pas l'homme, mais d'autres intérêts, en particulier en ce qui concerne. Il y a une dictature verte alors. Mais bien sûr, mais il n'y a pas uniquement qu'une dictature verte. La réalité, c'est que le libéralisme qui voulait faire en sorte que toutes les libertés puissent s'exercer sans définir le bien et le mal, au nom d'une liberté absolue et abstraite, sans référence, arrive in fine à un totalitarisme total de l'homme qui ne sait plus où il en est et qui est pris et qui va imposer du reste une place de plus en plus importante de l'État, qui va être obligé de faire des règlements, des lois pour essayer de canaliser l'ensemble. L'homme, un capital à valoriser, c'est ce que nous rappelle Benoît XVI également dans l'encyclique sociale. En écoutant Christine Boutin, je ne sais pas si elle sera satisfaite du lien que je fais, mais je pensais à un article récemment paru dans l'hebdomadaire Réforme de Régis Debray,
Debray, qui parlait qui parlait que de la submersion à laquelle nous assistions chez nous actuellement par un certain paganisme. Un paganisme, il disait au secours, les chrétiens doivent revenir parce que le lien, la notion de lien social, la notion de fraternité est en train de mourir. Et il disait aussi la notion de république. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Régis Debray. Écoutez, moi je bois du petit lit pour une fois. D'accord. En vous entendant, d'abord pour rappeler à Christine Boutin que les écologistes qui sont largement condamnés par Benoît XVI, qui emploient le terme de néopaganisme qui s'applique totalement à eux, y compris d'ailleurs à des courants politiques très particuliers. Je vous rappelle que la première loi que passa en 1933 le Reichstag contrôlé par les nazis était une loi de protection des animaux. Bien sûr. Bon, donc là-dessus, mais ces gens-là, Yves Cochet, qui est l'auteur de la déclaration concernant député vert, ce sont des gens qui ne sont tous sauf des libéraux. C'est ça le paradoxe. Hein. Oui, mais ce sont des libéraux culturels. Oui, mais ce sont des libéraux philosophiques. Je trouve là que vous mélangez pas du tout. Moi, je me contente du domaine qui est un petit peu le mien, celui du libéralisme économique. Pas jusqu'au bout. Et je dis simplement que le libéralisme économique ne peut avoir de sens que si je mets en son cœur la capacité de l'homme à le transcender, et que si d'autre part je suis capable de le border par le marché, et par l'État, pardon, et je le borde par l'État de deux manières. D'une part, un État qui est capable d'imposer des règles du jeu et de les faire respecter, ce qui n'est pas les règles du jeu, de l'égalité, de l'équité. Et d'autre part, un État qui est quand même de gérer quelques transferts. Puis-je vous citer Jean-Paul II dans Centesimus Annus, à un moment, c'est le plus beau morceau de cette encyclique, il dit « Avant toute logique des échanges à parité de marché, il est un dû à l'homme parce qu'il est homme, en raison de son éminente dignité. » Eh bien, le dû à l'homme, c'est à la fois l'État qui doit être capable de le donner, mais c'est chacun d'entre nous. Et Benoît XVI dit aussi, le marché, ça vous l'avez cité tout à l'heure, le marché, ne condamnez pas le marché. Le marché, il est ce qu'il est parce que vous en faites. François Huguenin, on ne vous a pas entendu depuis longtemps, et on dit beaucoup de choses là, notamment sur le tout vert. Oui, non, c'est-à-dire que je crois que ça revient un tout petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous représentez un libéralisme extrêmement sympathique et en plus extrêmement intelligent. Ce que je veux dire par... Mais non, mais ce que je veux dire... Non, parce que sympathique, ça aurait pu avoir un côté méprisant, qui n'est pas le cas. Mais le problème, c'est que ça ne marche que s'il n'y a que des libéraux comme vous. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et je crois qu'on est quand même dans un véritable problème, qui est que je crois qu'on ne peut pas totalement séparer, saucissonner en tranches le libéralisme en disant il y a un libéralisme économique auquel on ne peut pas toucher parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et puis alors après, il y a un libéralisme culturel qui est très différent, qu'on peut peut-être attaquer d'une autre manière. Je crois qu'il y a quand même une logique libérale qui est de toute façon une logique qui conçoit un individu comme étant avant tout porteur de droits, porteur d'une liberté absolue. Et vous voyez bien d'ailleurs ce que vous dites, c'est que vous n'arrivez à récuser les errements de ce libéralisme qu'en revenant à des valeurs, qu'en revenant à une conception du bien qui est la vôtre puisque vous êtes chrétien. Mais au fond, c'est tout ce que le libéralisme, alors là je quitte le domaine économique, sur le plan philosophique et sur le plan politique, récuse, puisque par définition, le libéralisme dit, par exemple, c'est très bien d'être chrétien, mais surtout que ça n'est pas le droit de citer sur la sphère publique, parce que c'est affreusement dangereux. Alors, bon, vous le faites. Alors, et c'est ça qui me je vais faire réagir quand même Christine Boutin sur la sphère publique. Écoutez, M. le disait fort bien. Oui, non, mais bien sûr. Si vous voulez, le problème, c'est d'avoir privatisé toutes ces valeurs qui sont partagées, du reste par les hommes qui croient en Dieu ou qui n'y croient pas, mais qui permettent à l'homme d'être debout. Cette neutralité-là nous amène aujourd'hui à une situation sans issue. Pour quelle raison si je veux essayer d'être clair, en réalité, vous parlez de la production, du libéralisme, de l'économique, etc. Très bien, on a fait la production, la surproduction, l'ère industrielle, etc. Puis on s'est aperçu que c'était plus suffisant pour accroître les richesses. Et qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, le libéralisme, je ne dis pas que ce soit un complot, mais ça s'est fait comme ça dans le développement des idées. On s'est appuyé sur un réflexe purement humain qui est celui du désir.
Et en fait, on a instrumentalisé le désir. Et on a créé le marché de consommation. Et il y a des faux désirs. Et alors, oui, non, mais on est allé plus loin. Laissez-moi vous expliquer. On est allé beaucoup plus loin parce que dans ce marché de la consommation, ça a d'abord été la machine à laver, le réfrigérateur, etc. Tout ça, ça allait très bien. C'était le progrès en plus. Et petit à petit, étant gavé de consommation dans ces pays riches, et du reste la répartition de la richesse, on pourrait y revenir, c'est une autre affaire, mais gavé par la consommation, on ne pouvait plus produire encore de frigidaires, etc. Eh bien, on a, comment dirais-je, virtualisé ces désirs. Et petit à petit, on est passé du droit de l'homme au droit à l'homme. Et le droit à l'homme, c'est le droit de l'enfant qui est passé du droit à l'enfant. C'est la possibilité de pouvoir acheter des organes. C'est la possibilité d'acheter un enfant sur Internet. Et là, on voit bien que l'homme est devenu un objet de consommation. Et comme ma liberté n'a pas de frein, puisque c'est ma liberté, que mon désir, le sens de ma vie, c'est de pouvoir satisfaire mon désir, eh bien nous arrivons dans une société qui devient libertaire. Parce que tout est autorisé. Je dois consommer ma propre jouissance. Vous comprenez? Et c'est là où nous sommes arrivés. Et c'est pour ça, bien au-delà du problème des marchés, c'est pour ça que tout le monde sent qu'il y a un problème vis-à-vis du libéralisme. Et qu'en réalité, moi je dis aux téléspectateurs, n'ayez pas peur de regarder cela de près. Ce n'est pas parce que l'on dit ça qu'on est contre la liberté. Nous sommes des militants de la liberté. Nous savons que la liberté, elle permet à l'homme d'être debout. Mais l'homme vit en société et cette liberté doit tenir compte du bien commun et de l'intérêt général. C'est vraiment pour moi mais quelque chose d'essentiel. Je suis un peu la nouvelle convertie dans ce domaine parce que ça fait des années que j'essaie de comprendre pourquoi cette société se délite. Eh bien, la raison, elle vient de ce que je viens de vous dire actuellement. C'était important à dire. Michel. Je voudrais simplement apporter une petite note optimiste à notre débat. Je suis très optimiste. Non, mais il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, je rencontrais des futurs cadres dirigeants, chefs d'entreprise dans une grande école de commerce à Rouen. Et quelle n'a pas été ma surprise à l'issue d'un débat où on avait beaucoup parlé de l'éthique du management, de l'éthique du dirigeant, de voir des jeunes me dire mais c'est extraordinaire. Nous on nous parle ici tout le temps d'être des patrons, d'être des maîtres finalement, et puis vous nous dites oui mais on peut être à la fois maître et serviteur. Alors je leur ai demandé mais pourquoi vous opposez les deux? C'était pas évident pour nous d'accoler les 2 termes, mais ça nous intéresse, parce que finalement, quel est le sens de notre vie? Et je trouve ça très intéressant, que des jeunes, ces enfants de la crise, ils ont 20, 25 ans, ce sont des enfants de la crise quand même, ils ne savent pas ce que sera l'avenir, ils aient pris conscience que leur vie, c'était autre chose, je dirais, que d'avoir un fauteuil dans un grand bureau et d'être à la tête et de manager des centaines de personnes. Non, ils ont pris conscience qu'il fallait que leur fonction soit transcendée par quelque chose. Que ce soit pas que de l'utilitarisme, Merci Michel mais qu'il y ait du sens. Vous me donnez une belle occasion de faire la transition avec le reportage suivant. On reviendra avec vous, Philippe Chalmin, après le reportage, car la crise a révélé de nombreux abus pour les opinions publiques. Les excès du secteur bancaire et financier restent les plus scandaleux, en tout cas pour les opinions publiques. Aujourd'hui, les gouvernements plaident pour un meilleur encadrement des activités financières. Au-delà des effets d'annonce, qu'en est-il vraiment? A-t-on pris conscience des excès en Grande-Bretagne et en France? On a annoncé la mise en place d'une taxe exceptionnelle sur les bonus des traders. De leur côté, les écoles de commerce et les universités introduisent des cours d'éthique dans leur formation de finance. Le marché de demain sera-t-il plus déontologique? Émeric Coletta a enquêté dans une école de commerce en région parisienne. Nous sommes sur le campus de l'ESSEC à Cergy-Pontoise, en région parisienne. L'ESSEC fait partie des plus grandes écoles de commerce de France. Elle forme notamment les futurs acteurs des marchés financiers. Et depuis plus de 3 ans, on y trouve un nouveau séminaire sur le thème de l'éthique. Pour Michel Baroni, responsable du Master Finance, le but est de former les étudiants à la déontologie des marchés. En fait, grosso modo, on peut dire que la chose essentielle, c'est le service du client. Et autour de ça, on leur explique à la fois les règles de compliance, qu'on appelle le compliance, c'est finalement de la réglementation interne, le mode de fonctionnement des marchés financiers, pour qu'ils comprennent bien où sont les tenants et les aboutissants, et que ça les aide en fait tout simplement à agir ensuite, face à une situation concrète, quelle décision prendre. Je pense que vraiment l'essentiel, c'est de savoir ce que l'on vend. Aujourd'hui, il y a quand même des équipes de vente très importantes sur les marchés financiers. Et je donne toujours comme conseil, ne vendez jamais quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose que vous ne comprenez pas parfaitement. 25 heures de cours réparties en 3 matières, c'est peu comparé au reste. Pour autant, cette session a son identité propre. Les intervenants veillent à rappeler régulièrement l'importance de la réalité professionnelle. Il n'y a pas de décalage parce que comme j'étais trader,
j'arrive et en fait pour tout ce que je leur explique, j'ai toujours des exemples vécus. Donc il n'y a aucun décalage et ils ne sont pas dans leur cocon, je leur donne toujours des exemples d'analystes financiers, de traders, de sales, de gérants, tout ce que j'ai vu pendant les 16 ans pendant lesquels j'ai travaillé. De leur côté, les élèves sont plutôt réceptifs. Certains sont même persuadés de l'importance de ces enseignements. Je souhaiterais devenir analyste financière sell-side pour conseiller les investisseurs sur les valeurs rentables en bourse. Les métiers de la finance, en fait, l'objectif c'est de satisfaire le client. Et donc en ayant certaines valeurs éthiques, les clients ont davantage confiance en nous et on pourrait éviter certains scandales qu'on a connus ces derniers temps avec la crise financière, à cause des comportements non éthiques. Et former des individus responsables, c'est précisément l'objectif mis en avant par Michel Baroni. En fait, il y a des situations dans lesquelles on est responsable et des situations dans lesquelles on peut ne pas avoir une attitude responsable. Et là, c'est quand même surtout eux-mêmes, finalement, qui doivent se rendre compte de la responsabilité qu'ils ont. Et d'une certaine manière, être responsable, ça veut dire aussi savoir dire non. Dans certaines situations, de dire non, ça, je ne peux pas faire parce que ce n'est pas conforme à mon éthique personnelle. Dans un tout autre genre, Dominique Plion dirige un master banque et finance dans une université parisienne. Cet économiste militant fait partie du collectif Attaque et son point de vue est sensiblement opposé à celui de Michel Baroni. Pour lui, il y a incompatibilité entre la morale des marchés dérégulés et la recherche du profit. J'essaye d'enseigner à mes étudiants non pas un code éthique auquel je ne crois pas, mais au contraire de leur montrer les risques qu'ils prennent lorsqu'ils manipulent certains produits, et j'essaie de leur montrer que des règles précises doivent être mises en place et que ces règles ne peuvent pas venir d'eux ou de leur hiérarchie, mais qu'elles doivent venir en fait des autorités de supervision, des autorités de régulation. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que les autorités n'ont pas encore pris toute la mesure de ces règles, mais on peut penser que celles-ci se développeront dans le futur parce qu'on peut penser que d'autres crises viendront parce que justement on n'a pas encore mis en place ces règles contraignantes sur les acteurs financiers. Finance éthique et éthique de la finance, deux courants, deux écoles. Et comme le disait le philosophe, c'est en vue des premières fins qu'on poursuit les autres. Retour sur le plateau, il y a eu un petit échange pour les téléspectateurs entre Philippe Chalmin et Christine Boutin qui n'était pas inintéressant sur les salaires des grands patrons. On va y revenir. Mais d'abord, une question sur les enjeux éthiques. Est-ce qu'on a pris conscience de la dimension, de l'importance des enjeux éthiques après la crise et par la crise? On a vu dans ce reportage, par exemple, Christine Boutin, qu'on introduit de l'éthique, par exemple, dans les masters de finance. C'est quelque chose d'intéressant. D'abord, qu'est-ce qu'on met derrière le mot éthique? Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Spontanément, je ne sais pas si je suis légitime à prendre position sur cette affaire, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait véritablement une prise de conscience des enjeux éthiques, et c'est-à-dire la nécessité de construire un monde nouveau qui remette l'homme au cœur. Moi, franchement, je ne le crois pas. Il y a une grande espérance il y a un an, mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de cela. Ah oui, d'accord. Voilà. François Huguenin. Moi, je trouve qu'on a beaucoup parlé des subprimes, on a beaucoup parlé de l'affaire Kerviel, etc. Mais on n'a pas parlé de choses qui sont beaucoup plus modestes et moi qui me paraissent finalement plus graves. Je parle par exemple du couple infernal de la publicité et du crédit à la consommation. Ça a été une machine à créer de l'esclavage dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a créé chez les gens, avec de la publicité, ce que Charles Taylor, un philosophe que j'aime beaucoup, appelle des désirs inauthentiques. Des désirs dont vous n'auriez absolument pas l'idée le matin en vous levant, sauf parce que vous êtes agressé par une publicité qui vous crée des faux désirs. Et en plus, on vous donne les moyens de vous endetter à vie et de vous pourrir toute l'existence par le crédit à la consommation. Et ça, personne n'en parle, ou très peu, alors que c'est ça la véritable réalité de l'esclavage moderne. Et ça m'amène à un petit excursus philosophique, vous me pardonnerez, mais qui est très simple. C'est qu'en réalité, on n'a pas compris que le désir et la liberté de l'homme ne veulent rien dire si ce désir, c'est le désir pulsionnel, si ce désir, c'est le désir de ce qu'il y a de plus bas en nous, si ce désir, c'est le désir d'accaparer ou de dominer l'autre. Ça, on ne l'a pas compris. Or, on a oublié la grande leçon de la philosophie politique traditionnelle, des Grecs, mais aussi des chrétiens, on trouve ça chez saint Paul, qui était de dire que l'homme est toujours en tension entre ce qu'il est
et qui n'est jamais très bien, n'est jamais très parfait, et ce qu'il doit être. Les Grecs appelaient ça son télos, son but. Saint Paul disant toujours « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et je ne fais pas le bien que j'aimerais faire ». Ça, c'est la base, au fond, de la politique traditionnelle, de savoir que nous avons toujours à nous mettre en position de purifier nos désirs, de faire en sorte que ce soit des désirs vrais. Et la liberté n'est pas rien. Mais dans l'Évangile, la liberté est citée. On dit « la vérité vous rendra libre ». La liberté, si elle n'est pas éclairée par la vérité, eh bien, ce n'est plus la liberté. Oui, simplement, oui, tout à fait. Mais je pense que la vérité, elle s'acquiert aussi par la patience, dans le temps, et aussi je dirais, dans la paix, dans la tranquillité. Alors, je crois que la culture dans laquelle nous baignons est une culture du diktat de l'immédiateté, du diktat de la rentabilité, de la productivité, de l'instantanéité. Comment voulez-vous, dans ce monde-là, vous ressaisir, vous recentrer sur les choses essentielles qui font que votre vie est une pépite. Vous y arrivez, ça me paraît, c'est un enjeu culturel majeur. Redonner du temps à la vie. Moi, je suis un multicarte, mais je suis pas un patron, donc je n'ai pas les mêmes responsabilités. Non, ce qui est clair, mais vous avez quand même tous les trois dans mon sens, c'est que ça ne peut être qu'un pari optimiste sur l'homme. Et c'est vrai que le libéralisme est une utopie, puisqu'il suppose que l'homme est capable de lui-même de corriger ce type de pulsion. J'aurais voulu simplement revenir, parce que là j'ai toute petite expérience sur ces cours d'éthique et de finance. Permettez-moi de vous dire que ça me fait totalement rigoler. Parce que finalement, il y a un peu une sorte de gradation. Ce que l'on appelle couramment éthique aujourd'hui dans les écoles de commerce, je dirige un master à Dauphine, donc c'est un truc que je connais un peu. Ce qu'on appelle l'éthique, c'est ce que j'appellerais ailleurs... Il y en a aussi à Dauphine, hein, ils mettent en place un master. Ils en mettent un cette année en place. Non, il n'y a pas de master d'éthique. Non, pas d'éthique, mais ils vont mettre de l'éthique dans leur master de finance. Oui, j'enseigne là-dedans. Moi, j'ai, dans mon master que je dirige, qui est un master d'affaires internationales, mais de finance internationale, j'ai un cours de spiritualité et mondialisation. Parce que, pour moi, il y a une gradation entre trois termes, honnêteté, éthique et morale. L'honnêteté, c'est en général ce que l'on appelle aujourd'hui l'éthique. C'est tu ne voleras pas. Tu dois déjà t'imposer de ne pas faire ce qui est interdit. Et pour beaucoup de gens, c'est déjà un pas. L'éthique, ce n'est pas de faire ce qui est autorisé ou qui ne l'est pas, c'est de faire ce qui est juste ou qui ne l'est pas. Il est autorisé d'utiliser des paradis fiscaux, puisque ce n'est pas interdit. Ça n'est pas juste. Et c'est là que je mets quelque part l'éthique. Mais déjà, je le vois, puisque je siège dans un certain nombre de comités d'investissement socialement responsables, je peux vous dire par exemple que l'investissement socialement responsable, c'est tu ne fabriqueras pas de pilules ou d'armements, tu n'employeras pas des enfants ni des prisonniers. Par contre, tu utiliseras des paradis fiscaux, ça ne pose pas de problème. Et la morale, c'est là où je change complètement. C'est-à-dire, c'est de se demander, est-ce que ce que je fais dans le champ économique est bon pour mon prochain? Donc là, je change totalement. Et avec la morale, je quitte l'économie pour entrer dans une autre sphère, et qui est cette sphère que nous ouvre Benoît XVI, c'est-à-dire la sphère de l'économie du don. Et vraiment, Benoît XVI le dit dans Caritas in Veritate, il dit attention, à force d'utiliser le mot éthique, on est en train de le galvauder. On peut faire beaucoup mieux. Oui, il faut enseigner à nos jeunes un petit peu. Ils demandent. Oui, mais alors c'est pas simplement l'éthique. Il faut aller plus loin. Il faut leur redonner des bases de morale qui peuvent être la morale chrétienne, qui peuvent être la morale islamique. Vous n'êtes plus libéral. Je suis désolée de vous le dire. Mais vous n'êtes plus libéral. Mais le libéralisme ne peut s'imaginer que si chacun d'entre nous y apporte sa morale en fonction de son système de croyance, de sa spiritualité. J'ai un immense respect pour les morales islamiques, pour la manière dont dans d'autres conditions des hommes réagissent. Je me dis simplement qu'en tant que chrétiens, qui avons quand même la chance de ne pas être seuls dans la vie, eh bien, nous devons être encore plus exemplaires. On va faire un petit crochet avec l'actualité à propos de morale, honnêteté, éthique. Le patron d'EDF qui devait à l'origine percevoir 2 salaires, Henri Proglio, dans quelle case vous faites rentrer cette attitude-là, Christine Boutin ?
Écoutez, moi je ne connais pas le dossier et mon expérience m'amène à dire qu'il faut être prudente parce que quand on ne connaît pas le dossier, c'est très facile de juger, de critiquer. Je prends acte de la décision de M. Proglio de ne toucher qu'un seul salaire. Voilà, finalement, il a changé. Je pense que c'est la sagesse, compte tenu de l'émoi qu'il y avait non seulement chez les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais surtout, moi je pense surtout aux Français qui gagnent un SMIC et qui essaient de terminer le mois sans avoir à pas manger ou à voler. Je veux dire, franchement... Dans les circonstances actuelles, je crois qu'en effet, c'était inacceptable pour des tas de gens qui... Mais il a changé, donc là, il y a une il a changé, mais enfin, il y a quand même eu des dégâts de fait. Hein. L'annonce a eu lieu, ça a même été légitimé par la ministre de l'économie qui disait que c'était quand même le meilleur chef d'entreprise qu'on avait trouvé et que ceci méritait cela. Bon, alors maintenant, on marche en arrière. Disons que ça a quand même créé un émoi qui laissera des traces. Il va y avoir quand même plus d'1 million de personnes qui vont arriver en fin de droit, là, je crois, à la fin du mois. Je veux dire, comment voulez-vous que ça puisse se défendre? C'est pas possible. C'est impossible. Et je pense que, voilà, eh bien, tant mieux si M. Proglio a pris cette décision, même si personnellement, je n'ai pas de jalousie vis-à-vis des salaires des grands patrons. Franchement, je n'en ai pas. Parce qu'il devait toucher 2 millions d'euros. Oui, je ne sais pas. Ça va rajouter une louche, si vous voulez, dans le discrédit du personnel politique. Je veux dire, ça je voulais quand même vous faire réagir là-dessus. Bien sûr, Philippe Schelm. Je peux provoquer? Mais bien sûr. Grand bal des hypocrites. Et c'est une illustration, alors en plus sur ce plateau, de la relation extrêmement ambiguë des Français à l'argent, des Français en général, des cathos de gauche comme de droite à l'argent en particulier. Et des patrons également. À la limite, on peut se dire qu'effectivement, on peut totalement critiquer la dérive actuelle avec un éclatement entre les hyper salaires et l'évolution des salaires moyens, j'en conviens. Ouais. Maintenant, il existe un moyen tout simple de corriger ceci qui s'appelle l'impôt. Et il faut bien rappeler que Proglio, alors je ne sais pas combien il aurait gagné, alors ensuite on peut se demander, est-ce qu'il est légitime que le même homme puisse diriger 2 entreprises? Ça c'est une vraie question. Là, c'est un autre débat. Mais à la limite, moi je ne suis pas choqué par les montants, même si je peux, à titre personnel, les trouver excessifs. Je dis simplement que dans un système fiscal logique, de toute manière, M. Proglio en aurait rendu l'essentiel. Et je suis beaucoup plus choqué, je ne vous cacherai pas, de voir en même temps de bons chrétiens qui se délocalisent, qui habitent de l'autre côté de certaines frontières belges ou suisses, et qui, eux, ne sont pas gênés de quitter leur communauté de manière à ne pas payer l'impôt. La première éthique, je la rappelle d'ailleurs à tous nos auditeurs, parce que les Français ont un rapport très ambigu à l'impôt, la première éthique et la première morale d'un citoyen est de payer l'impôt dans la communauté auquel on appartient. Voilà. Puisqu'on est sur KTO, je pense qu'on peut avoir un petit message pour nos téléspectateurs, effectivement. Et là, je rejoins vraiment Philippe Chalmin. C'est qu'en fait, nous souffrons beaucoup dans le catholicisme français d'une sorte de division qui est un truc fou, qui est vraiment la psychologie française, entre droite et gauche, avec finalement des catholiques de droite qui défendent les valeurs de la vie, mais qui, par rapport aux questions économiques et sociales, me paraissent vraiment de mettre leur christianisme dans leur poche, et puis des catholiques de gauche qui ont une volonté sociale et une visée sociale tout à fait remarquable et que personnellement je partage, et qui alors, pour les questions du libéralisme de mœurs et culturel, veulent tellement être dans le vent de la société qu'ils abandonnent les fondements des positions chrétiennes. Eh bien moi je crois que s'il y a une chose qui est importante aujourd'hui, c'est que les chrétiens savent qu'on ne peut pas être chrétien à moitié. Quand on est chrétien, on est social. Je n'ai pas dit socialiste, on est social. Et quand on est chrétien, on défend la vie. Et je dirais que ces deux questions vont de pair parce qu'en fait, elles sont la face d'une même question qui est toujours la même chose. C'est est-ce que je considère que la vie est quelque chose que je consomme et dont j'abuse à satiété, ou est-ce que je considère que la vie est un don et que je dois rendre ce don notamment à ceux qui m'entourent. Même si ce n'est pas tous les jours facile à mettre en pratique. Mais c'est une bagarre tous les matins en ce moment. Michel Cole. Oui, non, mais l'affaire Proglio me fait dire une chose, et je rejoins... Au-delà de l'affaire, parce que c'est pas l'objet de l'émission. Ça me rappelle un petit peu la boussole des dirigeants que j'ai rencontrés pour ce livre, des dirigeants chrétiens, qui est finalement de dire, oui, bien sûr, il faut prendre des mesures législatives, il faut
faut peut-être mettre des décrets, faire des chartes de transparence pour essayer de corriger les dérives de certaines pratiques d'un certain nombre de dirigeants. Mais rien ne vaudra la transformation de soi-même. Je crois que du fait que, notamment, les EDC se proclament mouvement de conversion personnelle. Et je trouve que ça, c'est très important. C'est assez nouveau dans l'histoire, je dirais, des mouvements apostoliques dans notre pays, de s'affirmer franchement un mouvement de conversion personnelle. C'est-à-dire que plutôt que de se défausser sur les institutions, fermer les institutions, elles sont ce qu'on en fait. Donc, avant de critiquer les institutions, c'est-à-dire ça vaut aussi pour la politique, on fait des constitutions, on en a la 5e, mais comment les utilise-t-on? Quel souffle leur fait-on porter? Et je crois que dans l'entreprise, c'est la même chose. Donc l'importance du dirigeant, la façon d'essayer d'être exemplaire, parce qu'on n'est pas des saints. On est tous voués à la sainteté, mais on n'est pas forcément des saints tous les jours. Mais d'essayer d'être exemplaire aux yeux de ses clients, de ses collaborateurs, de ses fournisseurs, de ses concurrents. Essayer d'avoir une pratique, une praxis qui soit honnête, comme vous disiez tout à l'heure, et qui soit juste. Voilà. Ça me semble être aujourd'hui le mot de la fin. Le mot de la fin. Madame Boutet, quel pouvoir ils ont les politiques là-dessus? Écoutez, je ne sais pas quel est le pouvoir des politiques, mais moi je pense que qu'on soit politique, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit le patron ou qu'on soit l'ouvrier, le cadre ou le chômeur, il faut que chacun ait la conviction qu'il est aimé de Dieu. Il faut que chacun ait la conviction de respecter l'autre. Il y a des notions qui sont basiques, qu'il faut vivre au quotidien, quelle que soit la place où on se situe dans la société. Respecter l'autre, pour essayer de rétablir la confiance. Moi, je pense que c'est quelque chose de très simple, que l'on peut mettre en application, que l'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Quand on est chrétien, on a cette chance. Comment on fait concrètement? On est à l'écoute. C'est pas compliqué, c'est d'avoir des gestes, même quand on est politique, même quand on est ministre, de considérer que tout le monde a une place équivalente. Et quand on est chrétien, on sait que c'est équivalent sous les yeux de Dieu, et ça aide beaucoup. Nous avons cette chance de le savoir. Beaucoup ne le savent pas, ça. Et il faut le vivre au quotidien. Et je pense que cette dimension de respect de la personne est quelque chose qui est aujourd'hui perdu, et que tout le monde se demande, mais qu'est-ce que je vaux ? Aujourd'hui, vis-à-vis de mon patron, quand vous avez un patron chrétien qui respecte, ou un autre patron humaniste, qui respecte son personnel, la relation dans l'entreprise est complètement différente. C'est remettre l'homme dans sa dimension et debout, en le respectant pour ce qu'il est, avec ses grandeurs et ses faiblesses. J'ai une dernière question, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. On va faire un rapide tour de table. Alors la question est pas évidente, mais pour conclure, on s'oriente vers quoi? Vers une refondation après cette crise, ou je ne sais pas si on est sorti de la crise, mais est-ce qu'on s'oriente vers une refondation sociale notamment, ou vers une nouvelle crise? Philippe Chalmin. Écoutez, des crises, il y en aura, c'est ce que je raconte dans mon petit bouquin sur le siècle de Jules. Il y en aura des crises, nous allons avoir une crise chinoise très probablement dans 2 ou 3 ans, parce que la croissance chinoise provoque des tas de déséquilibres, etc. Là où je suis assez d'accord, et ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'aujourd'hui, quand Jules arrive dans la vie, il n'a pas tellement de choix idéologiques. Jules, c'est votre petit-fils. Jules, c'est mon petit-fils, oui. Il faut préciser. Qui a 10 mois. Et donc, aujourd'hui, à l'époque de son père, de son grand-père encore plus, il y avait quand même des chemins différents. Aujourd'hui, il n'y en a pas trop. Et donc, je vois mal le 21e siècle ne pas être libéral. J'en suis désolé pour vous. Voilà. À nous, par contre, pour les mots de la fin, d'être capable, je le répète encore, de lire ce chapitre 3 de Caritas in Veritate, c'est-à-dire de sortir par le haut. On ne réformera pas. Prenez les bonnes choses du libéralisme. Merci, monsieur Chalmin. Michel Caux, pour conclure. Oui, en poursuivant ce que disait Philippe Chalmin, pour moi, j'ose espérer que de cette crise sortira une prise de conscience qui se transforme en révolution de conscience. Merci. Madame Boutin. Moi, je pense que le 21e siècle sera formidable si on réaffirme la primauté de l'homme, qui a bien besoin d'être restauré. Et donc, le libéralisme verra la fin de son temps au 21e siècle. Je ne ferai pas de pronostic, mais j'aurai une exhortation, c'est-à-dire que nous sommes quand même dans une société, et c'est dû, à la philosophie libérale, nous sommes dans une société qui a perdu le sens du bien
et notamment le sens du bien commun et partagé. Et je crois qu'une des meilleures choses qui puisse nous le faire retrouver, c'est d'affirmer très clairement nos positions chrétiennes. Et ben voilà, ce seront les mots de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Pour aller plus loin, je vous conseille les ouvrages de nos invités. Christine Boutin, les actes du colloque que vous avez organisé au Bernardin sur le thème chrétien de l'audace pour la politique. Et on aura compris qu'il en faut en ces temps difficiles. Chez Parole et Silence, Philippe Chalmin, Le siècle de Jules, vous venez d'en parler, le 21e siècle raconté à mon petit-fils, un très bon livre. Chez Bourrin Éditeur, tout comme cet autre essai, Le monde à fin. Michel Cole pour un capitalisme au service de l'homme, parole de patron chrétien chez Albin Michel, on a bien parlé pendant l'émission également. Enfin François Huguenin, Résister au libéralisme avec le sous-titre Les penseurs de la communauté chez CNRS Éditions. Enfin pour en savoir plus sur le centre d'études des entreprises que vous avez vu dans le reportage de Louis-Marie Soubrier, le site internet s'affiche sur votre écran, sur vos écrans. Enfin, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet à nous, cette fois, www.kto-tv.com. Je rappelle par ailleurs qu'on attend vos réactions sur cette émission, sur cet autre site, cette autre adresse internet. Un grand merci à la rédaction et aux équipes techniques pour avoir préparé et réalisé cette émission. À très vite sur KTO.